Oui, Olivier Faure qui est en grande partie d'accord avec tout ce qu'on vient d'entendre. Bonjour à vous, Olivier Faure. Bonjour, Elisabeth Francisco. Numéro 1 du Parti Socialiste, votre candidat est mal parti dans cette présidentielle, on va y venir, mais si vous me permettez, il y a plus grave. Les menaces sur la paix. Vladimir Poutine, après avoir envoyé son armée dans le Donbass, propose de négocier ce matin dans des limites qu'il définit lui-même, je cite, les intérêts et la sécurité de nos citoyens. Les réactions européennes et américaines depuis lundi soir sont-elles, de votre point de vue, bien proportionnées ou faibles face à la force? Il y a la volonté de la part... D'abord, il faut saluer le fait qu'il y ait une décision unanime des Européens. Pour une fois, on a le sentiment que l'Europe cherche à exister, à se poser face à cette force qui est la force russe, et de chercher à proportionner aussi les sanctions de manière à avoir une évolution possible et à dire à Vladimir Poutine, c'est la première étape, et puis il y en aura une seconde, une troisième, si évidemment vous continuez à agir en imaginant que vous êtes face à un corps mou. Les démocraties dites libérales, qui sont des démocraties qui seraient un corps faible et sur lequel vous pourriez vous engouffrer parce qu'il n'y aurait aucune réaction. Là, il y a une réaction et je la salue parce qu'elle était évidemment nécessaire. Il faut de l'unité, il faut de la clarté, et pour l'instant, j'ai le sentiment que les pays européens ont cette prise de conscience commune qui fait qu'ils peuvent peser. Et ils ont raison de faire ça de façon graduée, c'est ce que vous dites. Par ailleurs, corps mou, corps faible, faut-il prendre en compte la demande de Vladimir Poutine de sécurité en neutralisant l'Ukraine? Il faut d'abord prendre en considération le fait que l'Ukraine est un État souverain et qu'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité en fait les demandes de l'État russe et puis les exigences de Vladimir Poutine et puis ce que peut être la volonté d'un État souverain qui est l'Ukraine. Et donc j'entends qu'il y a des gens qui cherchent à relativiser la portée de ce que fait Vladimir Poutine en expliquant qu'au fond, il serait lui-même une victime d'une agression potentielle de la part de l'OTAN. D'une négligence, d'un manque d'intérêt des Occidentaux par rapport à ça. Oui, effectivement. Éric Zemmour le répète ce matin dans le Figaro. On a ignoré la demande de sécurité de Poutine. C'est faux. On ne peut pas confondre l'agresseur et la victime. Et ce que peut dire aujourd'hui Éric Zemmour est proprement scandaleux. Laisser penser que c'est aujourd'hui un espèce de trait d'égalité et que tout le monde serait responsable de la situation qui existe aujourd'hui, c'est pas seulement une fantaisie, c'est une idiotie. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça? Il y a le bien et le mal. C'est pas le bien et le mal. Vladimir Poutine n'avait pas aussi légitimement le droit de se sentir menacé par les forces occidentales et par l'OTAN. Mais est-ce que vraiment... Est-ce que vous avez le sentiment que les forces aujourd'hui occidentales, les forces de l'OTAN, sont en guerre contre la Russie, cherchent à envahir ces territoires, à prendre sur la Russie? Pas du tout. On est là, en revanche, avec un Vladimir Poutine qui, lui, cherche à à revenir à une forme d'empire. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il explique que, en fait, les frontières de l'Union soviétique aller jusqu'en Ukraine, que c'était une république soviétique, et donc il considère que ça lui appartient. Mais la réalité, c'est que le monde a changé, le mur de Berlin, et le mur tout court, en fait, est tombé, que nous en avons fini avec la guerre froide, et qu'à cette époque-là, eh bien, l'Ukraine est redevenue indépendante. C'est un pays souverain, et c'est un pays que nous devons défendre. Et que tous ceux qui entretiennent l'ambiguïté, et ce n'est pas le seul fait d'Éric Zemmour, c'est le fait de Marine Le Pen, c'est le fait de Jean-Luc Mélenchon, qui tous sont dans une forme d'excuse de Vladimir Poutine, aujourd'hui se comportent mal. Parce que il y a une... Il joue contre les intérêts européens, contre la France? Il se trompe dans la façon qu'ils ont d'appréhender ce sujet, parfois par anti-atlantisme, anti-américanisme primaire, d'autres par russophilie qui est de la russo-soumission. Tout ça n'a pas de sens. En fait, nous sommes, nous, des Européens, nous avons aujourd'hui à défendre nos propres valeurs, nos propres principes, notre propre façon de penser. Nous sommes face à un régime qui est un régime autocratique, qui teste ses propres limites et qui teste nos propres réactions. Et nous avons aujourd'hui besoin de fixer un cadre et d'expliquer que non, tout n'est pas à prendre. Je vois bien ce que dit Vladimir Poutine. En gros, c'est tout ce qui est à moi, tout ce qui est à vous est négociable. C'est pas possible. Il faut évidemment pouvoir poser des limites claires, nettes et être dans une situation où nous défendons ce que nous sommes. Seront-elles efficaces
C'est évidemment toute la question. Faut-il aussi, à la lumière de cette crise, augmenter les moyens de défense militaire des Occidentaux? Vous êtes membre de la commission de défense, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser? Oui, il faut. Enfin, nous sommes dans un monde qui est un monde relativement incertain. Vous vous souvenez qu'après la chute du mur, justement, dont on parlait à l'instant, nous avons, je dis pas, enfin, en tout cas, certains ont pensé que c'était la fin de l'histoire et que désormais, il y avait une forme d'évidence au fait que les démocraties allaient conquérir le monde et que le régime libéral, capitaliste, allait s'imposer comme modèle exclusif. La réalité, elle est toute différente et que nous sommes entrés dans un monde qui n'est même pas multipolaire, comme on a à un moment souhaité qu'il le soit, ou unipolaire, quand on pensait que les États-Unis seraient en fait les grands maîtres, les maîtres du monde. En fait, on est dans un monde apolaire, avec des personnes dominent véritablement la situation. Et donc, on est dans un monde où... dangereux. Dans un monde qui est devenu un monde dangereux, un monde qui est compliqué, un monde où on voit bien que les régimes autocratiques cherchent partout à voir quelles sont nos propres capacités de résistance. Regardez ce que fait la Chine, regardez ce que fait Erdogan en Turquie. Et tout ça se passe d'ailleurs aux frontières de l'Europe. C'était l'Arménie, c'était le plateau du Haut-Karabakh il y a à peine un an. Face à cette réalité que vous décrivez, est-ce qu'il faut augmenter les moyens de défense militaire des Occidentaux? Il faut au moins sanctuariser les moyens des Occidentaux. Au minimum. Il y a un serpent de mer qui est la défense européenne, où là, il faut effectivement progresser. Dans quel sens? Rapidement, dans quel sens? Il faut évidemment que l'Europe prenne conscience d'elle-même et que nous ayons une défense... Ce sont des principes généraux. Concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il faut donner des moyens, il faut que les Européens se donnent les moyens de leur défense. Quel type de moyens? Des moyens aériens, militaires. Des moyens militaires, des hommes, une armée? Oui, il faut que... Il faut une armée européenne? Bien sûr qu'il faut une armée européenne, mais c'est une histoire qui traîne depuis longtemps, c'est très compliqué. Sous quel commandement, quelle est la part que chacun donne à la fois sur le budget militaire, sur les hommes, etc. Tout ça est une histoire assez compliquée dont on ne peut pas parler en 15 secondes. Mais effectivement, le souhait que je formule, c'est que l'Europe ne soit pas simplement un géant économique, mais qu'elle soit aussi en capacité de se défendre. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui les pays européens sont dans l'OTAN, c'est aussi parce qu'ils ont toujours cherché le bouclier américain, parce qu'ils n'ont pas su se défendre tout seuls. Mais vous souhaitez qu'on reste dans l'OTAN? Vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'on doit pour l'instant, effectivement. Mais je me rappelle d'un président de la République que vous connaissez bien, qui disait que l'OTAN est un état de mort cérébrale. Aujourd'hui, on voit bien que c'est Emmanuel Macron, exactement. Aujourd'hui, on voit bien que c'est l'OTAN qui aujourd'hui revient en force parce que les Européens n'ont pas su combler un vide. Donc, je vous dis, ce vide-là, il faut le combler. Par éventuellement une armée européenne. Emmanuel Macron, alors intense activité diplomatique, est arrivé ce qui est arrivé lundi soir. Depuis, il est très discret. Bon, la prudence est de mise, il a raison de ne pas prendre la parole. Je pense qu'il a d'abord trop parlé, ou plus exactement fait trop parler de lui, et qu'il se rend compte qu'il est dans une situation difficile. Moi, je suis contre la diplomatie spectacle. Vous ne pouvez pas... C'est ce qu'il a fait? Mais écoutez, c'est la première fois, depuis le début de ce quinquennat, qu'on a en fait des conseillers diplomatiques, des conseillers en communication, etc., qui révèlent minute après minute à tous vos confrères ce qu'il se passe, comment les choses, ils répètent en direct ce que sont les entretiens que peut entretenir Emmanuel Macron avec l'ensemble des dirigeants du monde. C'est un problème. On ne peut pas. La diplomatie, ça exige, on le sait bien, non pas une transparence absolue, mais tout l'inverse. Et d'ailleurs, je remarque même... Vous entendez, qu'il a instrumentalisé effectivement en communiquant en permanence sur je discute avec qui, etc. Je dis qu'il y a eu une diplomatie people, une diplomatie spectacle, une diplomatie qui cherche à se mettre en scène et qui a en réalité servi de leurre à Vladimir Poutine. Pendant qu'Emmanuel Macron pensait qu'il avait obtenu un sommet entre Biden et Poutine, la réalité, c'est que Poutine avait sa carte d'état-major sous les yeux et qu'il se disait, voilà, maintenant, on avance. Et donc, ça a été forcément un raté. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que le président français ne déploie pas des efforts nécessaires pour essayer de provoquer une désescalade. Simplement, quand on cherche vraiment la désescalade, on ne cherche pas en même temps
à la rendre publique minute après minute. On ne cherche pas à communiquer par sa photographe privée qui montre, qui montre des photos le président, très belle photo. Et là, de ce point de vue, elle a montré, elle, son talent. Mais le talent du président, ça ne peut pas s'exprimer par la mise en scène de sa propre diplomatie. C'est tout l'inverse. La diplomatie, c'est l'art d'aller chercher à comprendre l'autre, à pouvoir négocier Vous auriez sous mieux les fait radars. Anne Hidalgo aurait mieux fait. Non, mais c'est la question qui se pose aussi. C'est bien qui sûr, aurait mieux fait qu'Emmanuel Macron. Si je vous disais non, ce serait quand même absurde, puisque moi, je défends dans cette campagne la candidature d'Anne Hidalgo, qui elle-même est, comme maire de Paris, a une cellule diplomatique, est habituée à la question de la relation internationale. Mais pas aux mêmes crises. Elle est pas aux mêmes crises et pas au même niveau, bien sûr. Évidemment, je ne dis pas que la présidente de la République. Je vous dis simplement que ce que je crois, c'est que la diplomatie, ça exige aussi parfois un peu d'humilité et un peu aussi d'opacité, parce que c'est sous les radars que les choses se passent. On a compris votre démonstration. Il doit prendre la parole ou pas? C'était ma question au départ. Maintenant. Oui, je pense qu'il doit prendre la parole. Il doit expliquer aux Françaises et aux Français ce que nous défendons. Pourquoi nous sommes dans ce conflit? Finalement, les Français peuvent se dire, c'est où l'Ukraine? L'Ukraine, c'est aux portes de l'Europe. C'est frontalier de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie. Bref, il faut que, d'abord, il explique ce que sont nos intérêts en Ukraine. Pourquoi on défend l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on défend? Quelles sont les conséquences possibles aux sanctions que nous adressons à la Russie, et puis ce que ça peut nous coûter à nous aussi, et comment lui entend faire en sorte que ce soit supporté non pas par ceux qui ne le peuvent pas, mais par ceux qui le peuvent. Du coup, il est plus président que jamais. C'est logique qu'il retarde sa déclaration de candidature dans ce contexte. Ce qui n'est pas logique, en réalité, Elisabeth Martichoux, si on reprend le film, c'est d'avoir accepté d'être président de l'Union européenne dans un semestre où il était candidat à l'élection présidentielle. Oui, alors ça, d'accord. Mais ça change tout. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir un président comme d'autres avant lui, dans d'autres pays, qui ont renoncé provisoirement. C'est-à-dire qu'ils décalaient en fait de 6 mois leur présidence pour pouvoir se consacrer pleinement ou à la campagne ou... Au point où on en est. Aujourd'hui, au point où on en est. Il n'a effectivement pas renoncé à cette présidence. C'est factuel. Est-ce qu'il est logique qu'il retarde sa déclaration maintenant? On ne pourra pas retarder beaucoup, puisque de toute façon, le 4 mars, il est obligé maintenant de se déclarer. Donc, il n'y aura pas de... Le suspense est assez mince. Mais ce que j'observe, c'est qu'avant même la crise ukrainienne, il faisait beaucoup d'efforts pour ne pas se déclarer et essayer de passer d'un état de président à un état de candidat de manière imperceptible et très tranquillement laisser penser que ça était naturel. Vous la trouvez comment, cette campagne? J'ai du mal à trouver qu'il y a une campagne. Parce que, justement, une campagne, c'est pas simplement que les uns et les autres viennent sur votre plateau en disant « je veux que ». Une campagne, c'est la possibilité d'opposer des projets les uns aux autres, de faire en sorte que chacun comprenne ce qui différencie, ce qui distingue les uns des autres. Alors, or, tous les autres candidats peuvent le faire. La vôtre aussi, votre candidate, Anne Hidalgo, c'est un chemin de croix. Hein. C'est un chemin de croix, cette campagne, pour Anne Hidalgo. Si ça mène au paradis, tout va bien. D'accord, mais c'est un chemin de croix, c'est douloureux. Mais c'est difficile, une campagne, c'est difficile. Et la campagne que nous menons est une campagne très difficile parce que nous avons aujourd'hui des enquêtes d'opinion qui formatent le débat, qui le conditionnent. Et donc, évidemment, à chaque fois que, au lieu de parler... Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Si on parle exclusivement des sondages plus que des projets, forcément, à chaque fois qu'on se retrouve à répondre à cette question-là, on ne parle pas du reste. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous êtes, pourquoi vous êtes là? Et moi, c'est ça que je voudrais qu'on évoque dans cette présidentielle. Et je voudrais que Anne Hidalgo, comme les autres, puisse dire écoutez, vous, sur l'énergie, vous pensez ça? Moi, je pense ça. C'est les questions qui sont... Là, on vient de parler de la crise ukrainienne, mais il faut parler du coup de ses conséquences sur la question énergétique. On pose tout le temps des questions à Anne Hidalgo sur son programme. On l'a fait ici et on l'a fait et on le refera la semaine prochaine. D'ailleurs, elle aura une grande émission. Simplement, Olivier Faure, ce dont on parle beaucoup, c'est les parrainages. Hier, Jean Castex, devant la représentation nationale, a dit qu'il fallait parrainer et faire en sorte que les candidats qui bénéficient d'intentions de vote très, très, très fortes puissent avoir des parrainages, ce qui ne vaut pas soutien. Est-ce que vous signez ça? Je dis déjà à Jean Castex, quand même, monsieur le Premier ministre, vous avez eu 5 ans pour changer les règles. Et là, c'est seulement à quelques jours de la fin que vous faites semblant de découvrir. Et je comprends qu'il pourrait éventuellement être gêné au fait que certains qui représentent son assurance vie ou l'assurance vie du président de la République pour le second tour... À qui vous pensez? Je pense que, en fait, depuis
5 ans, la construction politique d'Emmanuel Macron, c'est de s'opposer au second tour à l'extrême droite. Et donc, il y a quand même une idée, une arrière-pensée politicienne au-delà de la question démocratique que je soutiens. Quand il dit je viens de vous dire les choses. Je défends la démocratie. Je défends la démocratie. Comprends. Vous dites, non, vous défendez votre candidat indirectement. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a une pensée démocratique que je soutiens et une arrière-pensée qui est électorale et que là, c'est plus qu'un soupçon, c'est que je dénonce, parce que depuis 5 ans, ils avaient l'occasion de changer les règles et qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est un système, effectivement, en tout cas malade en ce moment, qui met en difficulté des candidats. Anne Hidalgo, justement, à propos d'Éric Zemmour qui galère, dit que, je cite, que, au nom de la démocratie, alors qu'il tient des propos contraires à la démocratie, on vient de chercher des formules pour lui donner des parrainages, mais de qui se moque-t-on ? Elle ne veut pas qu'il soit aidé. Est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que c'est votre avis ? Oui, je soutiens le fait que les socialistes qui ont un certain nombre de mairies, de départements, de régions, etc., n'ont pas à parrainer Éric Zemmour. Donc ce ne serait pas pour vous un déni de démocratie qu'Éric Zemmour ne puisse pas être candidat ? Si, mais attendez, c'est pas pour ça que moi je vais Alors là, c'est en même temps fabuleux. Mais c'est pas un en même temps. Ce serait un déni de démocratie, mais on refuse de l'aider. Mais je vous dis quoi, Elisabeth Martichoux ? Je vous dis, la cohérence, c'est de dire que quand les règles ne sont pas bonnes, on les change. Et le gouvernement pouvait changer les règles. Il ne découvre pas aujourd'hui ces règles-là. Elles sont là. Donc, elles sont là. Comment on fait avec les règles ? Est-ce qu'on aide Éric Zemmour ou pas à obtenir ses parrainages ? Ce que je vous dis, Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 42 000 élus en France qui peuvent parrainer Éric Zemmour. Les socialistes ne parrainent pas Éric Zemmour. Il y en a 42 000. Nous ne sommes pas les 42 000 élus. Donc il y a bien des gens qui pourront parrainer Éric Zemmour, mais il est logique que les socialistes ne le parrainent pas parce que ça ne correspond pas à ce que nous sommes. Au nom de la démocratie, parrainer ne vaut pas soutien. David Lisnard, il soutient Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a des socialistes. Il y a de très nombreux socialistes qui soutiennent, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, enfin, qu'ils parrainent Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la même chose, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas Éric Zemmour. Les socialistes peuvent parrainer Marine Le Pen ? Mais je ne pense pas que nous puissions parrainer quelqu'un d'extrême droite. Et encore une fois, je le répète, il y a 42 000 élus qui peuvent le faire. Nous avons, 2 000 élus qui ont parrainé pour Anne Hidalgo. Il en reste 40 000. Donc, ne nous demandez pas à nous de parrainer l'extrême droite. Nous ne le ferons pas. On se lave les mains. Mais il peut être candidat. Ce que je dis, c'est que franchement, et là, il ne faut pas nous faire porter cette responsabilité que nous n'avons pas. C'est pas une responsabilité, non, pas la question. C'est que ça fait 5 ans que le gouvernement dit qu'il veut rendre transparentes les règles, qu'il veut changer les règles du jeu, etc., et qu'il ne le fait pas. Et à quelques jours de l'échéance, les voilà qui s'en inquiètent. Je trouve ça un peu grossier. De quoi le PS est-il le nom ? Alors, on ouvre un chapitre qui pourrait durer des heures, on a 2 minutes. Oui, réinvitez-moi demain, je reviendrai. Non, mais Anne Hidalgo, encore une fois, sera l'invitée de Mission Convaincre la semaine prochaine. Elle aura un long temps pour expliquer, et on l'a déjà reçu ici. Mais si vous deviez convaincre un électeur de voter Anne Hidalgo, pourquoi voter Anne Hidalgo aujourd'hui ? Mais tout simplement, ce que je porte avec Anne Hidalgo, ce que nous portons tous ensemble, c'est l'idée d'une république écologique, sociale et démocratique. Oui. Et je pourrais même y rajouter féministe. Ça définit chaque mot son sens. Une république, donc ça veut dire que nous sommes dans le camp républicain, que nous défendons une république laïque, universaliste. Écologique, ça veut dire que nous mettons au premier plan de nos priorités la transition énergétique, la transition écologique, la défense de la biodiversité. Sociale, parce que cette transition ne peut pas s'effectuer sans tenir compte du fait qu'aujourd'hui, ce poids de la transition ne peut pas être supporté par les catégories populaires, les classes moyennes, etc. Et que nous sommes dans un État qu'on a qualifié de providence dont nous sommes à l'origine, parce que ce sont les sociodémocrates européens, les travaillistes socialistes européens qui ont porté ce projet-là, et démocratique parce que notre démocratie est aujourd'hui à bout de souffle et que nous avons besoin de la rénover, de la faire évoluer, et c'est tout ça que je porte. Quand on vous dit, justement, la social-démocratie à la française, elle n'a pas été travaillée depuis des années, il n'y a pas eu de projet alternatif solide qui aujourd'hui puisse être proposé aux Français, il n'y a pas eu de boulot, c'est ce qu'on entend. C'est vous ? C'est votre responsabilité ? C'est de votre faute, Olivier Faure ? Mais d'abord, je dément complètement cette idée. Aujourd'hui, vous avez un projet
que vous pouvez lire, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller lire le projet socialiste et le projet d'Anne Hidalgo qui sont disponibles sur Internet. Donc vous verrez les propositions. Non, mais c'est pas possible de dire... Enfin, moi, je veux bien, il y a toujours des gens qui s'essuient les pieds sur les autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'à chacun de regarder balayer devant sa porte. Je dis, ceux qui proclament aujourd'hui que nous serions un projet qui ne serait pas un projet abouti, qu'ils viennent dire quel est leur projet à eux. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons bossé pendant 4 ans. Pendant 2 ans, nous avons auditionné ce que la Terre compte d'experts, de syndicalistes, de tous ces gens. Cette accusation. Et je la récuse, et non seulement je la récuse, mais j'en apporte la démonstration avec un projet qui est très construit et qui demain peut être appliqué et qui est applicable. Il faut le dire à François Hollande, interrogé hier sur son soutien à Anne Hidalgo. Elle est celle dont on ne dit pas le nom, manifestement. Il n'a pas pu le dire. Il n'a pas pu le dire. Moi, je vous le dis ce matin, je soutiens Anne Hidalgo. Et François Hollande ne le fait pas. Explicitement, il ne soutient pas Anne Hidalgo. C'est un tort s'il ne le fait pas. Je ne sais pas ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, mais en tout cas, ce que je ne suis pas venu à votre micro pour faire la propagande de tel ou tel, et donc il ne dit jamais qu'il la soutient explicitement. Je sais pas, peut-être que hier il parlait d'autre chose et qu'il ne voulait pas ce jour-là mêler la question électorale à la question internationale. Mais moi, ce que je vous dis très clairement, c'est que évidemment, dans cette élection présidentielle, tous les socialistes soutiennent Anne Hidalgo. C'est vrai qu'on ne dit plus qu'il faut la débrancher. C'est déjà ça de prix sur l'ennemi, comme on dit. Maintenant, tout le monde a compris qu'elle irait jusqu'au bout. Merci beaucoup. Mais personne n'a jamais dit au Parti socialiste qu'il fallait la débrancher. Je l'ai lu souvent, mais personne ne l'a jamais dit. Merci beaucoup, Olivier, pour d'avoir été ce matin sur le plateau du LCI. Dans un instant, le temps.